Mesdames, Messieurs, merci de regarder ce programme de La Voix de l'Amérique. Nous sommes ici à Washington, D.C., capitale fédérale des États-Unis, et nous recevons un invité aujourd'hui, Monsieur Daniel Eda. C'est un ancien fonctionnaire de la francophonie. Il a été candidat à l'élection présidentielle au Bénin en 2016. Il est le président fondateur du mouvement Nous le ferons. Monsieur Eda, merci de nous visiter ici dans nos studios de La Voix de l'Amérique. Merci, M. Onfa. C'est tout le plaisir pour moi d'être ici. Merci de m'avoir invité. Voilà, c'est un plaisir partagé. Vous êtes aux États-Unis, je l'ai dit il y a quelques instants. Vous avez été invité pour assister à l'investiture du président élu Donald Trump, qui est désormais en fonction. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette cérémonie d'investiture et qu'est-ce que vous pensez du transfert de pouvoir qui s'est déroulé entre le président Joe Biden et son successeur Donald Trump? D'abord, je suis reconnaissant d'être aux États-Unis en ce moment historique, assister à l'investiture du président Donald Trump avec un transfert pacifique du pouvoir, avec la présence des anciens présidents, une unité autour du gouvernement. Cela montre que ce qui préoccupe la classe politique américaine, ce sont les intérêts des Américains. Donc c'est une grande leçon que je trouve que l'Afrique, et principalement le Bénin, devrait pouvoir s'approprier dans la perspective des élections, de l'élection présidentielle que nous organisons en 2026. Alors, vous parlez justement du cas du Bénin. Le Bénin, c'est un pays qui a une tradition démocratique quand même assez rodée. Vous avez connu plusieurs présidents depuis la fin des années 90. Est-ce qu'on peut dire que le Bénin a véritablement quelque chose à envier aux États-Unis? Avant de parler de tout ça, je voudrais d'abord rendre un hommage à tous ces jeunes, tous ces soldats du Bénin qui ont été déployés dans la lutte contre le terrorisme et qui tombent face à l'ennemi. Je voudrais ici leur dire que je respecte leur mémoire et je demande à leur famille de reprendre courage, à toutes les forces de défense et de sécurité du Bénin. Je dis courage, nous ferons en sorte que leur capacité soit renforcée et que l'État puisse davantage leur être reconnaissant, pas seulement à titre posthume. Aussi, je voudrais faire un clin d'œil à tous ces patrons d'organes de presse qui ont été fermés, qui ont été censurés depuis 2016. C'est vrai, avant 2016, il y a eu quelques organes, notamment le Béninois libéré, et puis mais ça n'a pas mis longtemps. Des organes ont été suspendus, mais depuis que le président Patrice Talon est au pouvoir, on m'a fait le point aujourd'hui, je vais les citer. Il y a la Chrétienne TV, la Béninoise TV, Une Africa TV, Eden TV qui a été suspendu puis réouvert, iTélé suspendu puis réouvert, Soleil FM, La Nouvelle Tribune fermée puis réouvert après procès, le groupe de presse La Gazette du Golfe, Crystal News, Pharaon, Reporter Média Monde, Madame Actu, Audace Info, Le Patriote, et pour ne citer que ces organes-là, ça pose un problème. Ça pose un problème de liberté de presse, ça pose un problème de liberté d'expression. Et quand j'entends le président Donald Trump qui met l'accent sur la liberté d'expression, la liberté de presse, eh bien, le Bénin a quelque chose à prendre des États-Unis. Je voudrais aussi faire un clin d'œil aux acteurs politiques qui croupissent en prison, notamment ma sœur Reki Amadougou, mon frère Joël Aïvo, pour ne citer que les deux, ou ceux qui sont forcés à l'exil du fait de leurs ambitions politiques, de leurs opinions, de leurs intérêts économiques et tout ça. Je pense à mon grand frère Sébastien Ajavon qui vient de fêter ses 60 ans en exil. Je pense à mon frère Valentin Djenotin Agossou. Je pense à Léadi Soglo. Je pense à Komi Kouché. Je pense à Martin Rodriguez. Et j'en oublie. Donc, vous voyez, les États-Unis font tout pour faire ramener leurs citoyens qui sont à l'étranger, mais nous travaillons à les expatrier. Donc, quand on regarde ça, maintenant, un clin d'œil également aux producteurs agricoles du Bénin qui font beaucoup d'efforts, qui produisent beaucoup, mais qui gagnent très peu et qui vivotent parce qu'ils n'ont pas la possibilité de vendre leurs produits
aux clients de leur choix et au prix compétitif. Oui, on va revenir aux problématiques économiques. Pour le moment, je vous interrogeais sur le transfert du pouvoir. Le Bénin a connu plusieurs présidents. Patrice Talon est lui-même là depuis quelque temps. Il va s'en aller bientôt. C'est quand même un exemple, non, pour l'Afrique? Le Bénin a été un exemple jusqu'en 2016. J'ai été candidat en 2016 et au second tour, j'ai soutenu le président Patrice Talon. Ce qu'il a dit et qui a amené le peuple à le plébisciter au second tour, ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Depuis 2016, de façon méthodique, le Bénin est passé de l'état de droit qu'il était à l'état de loi. Ça veut dire quoi? C'est vrai, on sanctionne les gens, on pose des actes et on dit oui, c'est la loi. Mais que vaut une loi qui est injuste? Que vaut une loi peu respectueuse des droits de l'homme? Nous sommes dans un état de loi. Des lois qui sont faites pour satisfaire les ambitions du prince. Vous voyez? Donc, moi, je pense que ce que nous étions en 2016, en tant que démocratie, nous devons tous nous organiser pour retourner là-bas et à partir de là, nous asseoir pour dire où est-ce que nous voulons emmener notre pays. Parce que le Bénin a besoin aujourd'hui de réconciliation, de rassemblement. Et il faut créer les conditions, parce que vous savez, quoi qu'on dise, c'est vrai qu'il y a une peinture qui est faite du pays à l'étranger, à coût d'investissement à travers les influenceurs qu'on paye pour ventiler un narratif positif. Et pendant ce temps, on prend les dispositions pour que ceux qui sont porteurs du narratif contraire ne puissent pas parler. Et s'ils parlent, soit on les enferme, soit on les oblige par différents stratagèmes à se taire. Donc, aujourd'hui, le Bénin a besoin de se reprendre pour reprendre sa place et pouvoir interagir avec un pays comme les États-Unis d'Amérique. Et moi, je ne suis pas tourné vers le passé. Je n'ai de compte personnel à régler avec personne. Ce qui m'importe, c'est notre pays. Et je viens avec une vision, un Bénin économiquement prospère et socialement stable, dans une Afrique bien intégrée en plein essor. C'est avec cette vision-là que j'appelle mes compatriotes à nous mobiliser pour préparer l'après-Patrice Talon. Parce que moi, je crois, et je suis convaincu de ça, il n'y a rien qu'il fera. Il n'y a rien qu'il fera. Et il n'y a aucune manipulation de la Constitution qui pourra tenir. Et il n'y a aucune consultation des oracles qui pourra avoir lieu pour lui permettre d'étendre le bail à la Marina ou d'avoir un troisième mandat. Je souhaite qu'il puisse partir dans la paix et que de la même façon qu'il y a eu la transition de pouvoir, le passage de pouvoir de Biden au président Trump, que lui puisse être là, nous donner le pouvoir et nous ferons tout pour qu'il puisse rester dans le pays en paix avec sa famille et ses proches. Vous semblez ne pas lui faire confiance. Le président Talon, à plusieurs reprises, l'a insisté, d'ailleurs récemment encore, il a dit qu'il ne modifierait pas la Constitution pour se représenter. Pourquoi on a l'impression que l'opposition béninoise insiste sur cette question, alors que le président lui-même, il a déjà tranché? Non, moi je ne parle pas du président. Vous voyez, je parle pour rassurer nos compatriotes qui sont inquiets avec toute la déferlante récente, les courtisans qui font des choses, qui disent des choses. Vous voyez, je parle à mes compatriotes. Je fais confiance à la sagesse du président Patrice Talon qui veut être porté en triomphe. Et je sais qu'il choisira la voie de la sagesse pour ne pas rentrer dans le tunnel à impasse là que lui proposent ses partisans. Donc il ne s'agit pas de douter de sa parole, mais il s'agit de rassurer nos compatriotes que moi je suis résolument dirigé vers l'après Patrice Talon. Nous préparons ce que nous allons faire pour que ce qu'ils critiquent aujourd'hui, pour que ce qu'ils avaient même critiqué avant 2016, que cela ne revienne plus à partir du 24 mai 2026. Il faut rassurer les Béninois qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Il ne s'agit pas du président Patrice Talon. Le pays ne se limite pas à lui. Oui. Alors, vous avez dénoncé tout à l'heure une dérive autoritaire du régime de M. Talon. Vous avez cité un certain nombre de médias qui sont fermés, d'hommes politiques en exil et tout cela. Mais est-ce qu'en réalité, il n'y a pas du répondant en face? Est-ce qu'il n'y a pas des garde-fous pour empêcher le président de mener cette dérive-là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une faiblesse de l'opposition qui n'arrive pas à empêcher tout cela? Bon, vous voyez, je suis dans une posture où je ne voudrais pas jeter la pierre à qui que ce soit. Ce qui m'importe, ce n'est pas ce qui est passé, c'est ce qui vient.
Et ce qui vient doit se construire, c'est vrai, en tenant compte du passé, mais beaucoup plus en nous organisant maintenant. Si nous devons aujourd'hui commencer par chercher à situer certaines responsabilités, nous risquons de laisser l'essentiel au profit de l'accessoire. L'essentiel, c'est de restaurer notre démocratie. L'essentiel, c'est de relancer notre économie de manière à avoir une croissance économique inclusive. Vous voyez les chiffres qui sont publiés par rapport au Bénin à l'international et qui font qu'on dit, bon, les marchés financiers nous font confiance et tout ça. Ces chiffres ne parlent pas aux paysans de Gogounou. Moi, j'étais dans les champs de coton il y a quelques semaines. J'étais sur le terrain, je suis parti jusqu'à Karimama, jusqu'à Malanville. Et je sais que nos compatriotes souffrent. Donc, ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas se discuter, tirailler sur des choses qui ne comptent pas. Il nous faut suivre désormais, non pas des hommes forts, non pas des hommes riches, mais des hommes visionnaires qui viennent, qui proposent des solutions pour faire passer le Bénin de l'économie de consommation passive que nous avons aujourd'hui à une véritable économie de production et de transformation. Donc, c'est vrai, on parle politique, tout le monde parle politique du matin jusqu'au soir, mais est-ce que ça permet à l'enfant qui se trouve à Avrancourt aujourd'hui ou à Tacon de pouvoir trouver à manger 3 fois par jour? Est-ce que ça permet à la bonne dame qui ne sait pas où donner de la tête parce que ses enfants n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir poursuivre leurs études? Est-ce que ça lui permet d'avoir la paix? Donc nous devons faire en sorte de créer les conditions partout, sur toute l'étendue du territoire national, pour que chaque Béninois puisse dignement se nourrir, se loger, se soigner, se vêtir, s'éduquer. Voilà, vous déroulez déjà quasiment là un programme politique. On sent très bien que la présidentielle de 2026 qui arrive vous intéresse et vous êtes fondateur, vous présidez un mouvement. Nous le ferons. Dans le cadre de ce mouvement, est-ce que vous avez l'intention de briguer la magistrature suprême? Bon, quand on porte une vision, cela veut dire qu'on est porteur de solutions. Bon, maintenant, il y a l'ambition que nous avons, mais il y a aussi le cadre dans lequel cette ambition doit pouvoir s'exprimer. Depuis le 10 novembre 2024, nous appartenons à ce que nous appelons le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition, à l'initiative du principal parti de l'opposition, le Parti des démocrates, de l'ancien président Dr Thomas Boni Yayi. Et aux côtés du Parti des démocrates, il y a le parti GSR, Grande Solidarité Républicaine, du président Antoine Guédou Wissé-Togbe. Il y a le parti Mouvement Populaire de Libération, du président Expérience Tébé, et le parti Nouvelle Force Nationale du président Apollinaire Avognon. Donc nous sommes un ensemble et je voudrais lancer un appel à tous ceux qui se reconnaissent comme opposants au système de la rupture à rejoindre le cadre de concertation pour qu'ensemble nous puissions mener le combat. Parce que ce sur quoi le régime parie, c'est la division, l'émiettement de l'opposition pour pouvoir passer entre les mailles. Mais une chose est certaine, ensemble, nous serons plus forts et le peuple nous attend. Le peuple béninois nous attend. Vous avez parlé du président, l'ancien président Yayi Boni, qui est le président de ce parti-là et qui est dans le cadre de cette coalition. Comment est-ce que vous voyez cette union, cette organisation de l'opposition? Est-ce que c'est une organisation derrière le président Yayi Boni, ou alors est-ce que vous pensez qu'il y aura une organisation, une coalition qui permettra de désigner un candidat que les autres vont soutenir? Comment vous voyez cette coalition? Bon, le cadre de concertation ne s'est pas encore prononcé sur la question des candidatures, mais chaque entité du cadre garde son autonomie pour l'instant. Le souhait des Béninois, c'est que le cadre se consolide et puisse aller de manière en rang serré aux élections législatives, aux élections communales et à la présidentielle de 2026. Donc, c'est pour cela que Daniel Eda porte la vision d'un Bénin économiquement prospère et socialement stable dans une Afrique bien intégrée et en plein essor. Et Daniel Eda a envie et est déterminé à proposer ses services pour le relèvement du Bénin. Mais Daniel Eda seul ne pourra rien. C'est pour ça que nous disons « nous le ferons ». Nous le ferons. Nous sortons de l'individualisme, des individualités
pour rentrer dans la mise en place d'un système d'ensemble qui apporte la solution. Parce que, vous voyez, l'individu a une durée de vie, mais la vision est éternelle. Oui. Et qui plus est, si on se met ensemble, quand un individu sera essoufflé, d'autres pourront le relayer. Et moi, j'appelle à ce large rassemblement autour d'une vision. Nous avons déjà une infrastructure. C'est le cadre de concertation. Et j'ai espoir que les différents partis qui constituent le cadre feront la bonne option pour que nous ayons en face du candidat que nous proposera le régime actuel, un candidat d'une crédibilité imparable. Alors, justement, parlons de cette coalition, de ce cadre de concertation. Vous, Daniel Eda, qu'est-ce que vous apportez? De quel poids pèse votre mouvement dans ce cadre de concertation? Il ne m'appartient pas de dire le poids que le mouvement, nous le ferons, a au sein du cadre de concertation. Mais ce que je sais, c'est que nous apportons une vision. C'est que nous avons des militants dans toutes les communes de notre pays. C'est que nous avons des gens qui n'ont jamais été impliqués dans la gestion du pouvoir, mais qui sont résolus à œuvrer pour qu'après 2026, il n'y ait plus dans notre pays l'avènement ou l'instauration d'une nouvelle gouvernance de vengeance. Donc, nous le ferons, constitue le trait d'union ou la solution pour que ceux qui ont gouverné hier et ceux qui gouvernent aujourd'hui, ceux qui ont été persécutés ou qui sont persécutés et ceux qui persécutent, que tous ceux-là puissent trouver des places autour d'une table pour que nous puissions parler en tant que famille bénin. Donc c'est pour ça que nous parlons de « nous le ferons ». Nous le ferons. Parce que le Bénin a besoin de réconciliation, de rassemblement. Et c'est ce que nous apportons. Non seulement pour le cadre, mais à tout le pays. Mais pourquoi est-ce qu'un Béninois, les Béninois, vous ferez confiance au discours que vous tenez? On a vu des opposants par le passé tenir ce genre de discours, mais dès qu'ils avaient un peu de pouvoir, ils se transformaient. Le président Patrice Talon lui-même, il a été en exil, il a beaucoup souffert. Mais aujourd'hui, vous dénoncez une dérive dictatoriale de sa part. Pourquoi est-ce que les Béninois vous ferez confiance? Pourquoi est-ce que vous ferez quelque chose de différent? Le Bénin est un pays, dans la diversité de nos croyances religieuses, le Bénin est un pays éminemment croyant. Les Béninois croient en Dieu. Et tous ceux qui croient en Dieu pourront nous faire confiance, car il ne s'agit pas d'un mérite particulier de Daniel Eda. Nous avons une grâce particulière. Et c'est cette grâce-là qui nous permettra de faire différemment. Mais ceci dit, ce sera facile pour les gens aujourd'hui d'inventer des choses pour dire voici leur vision. Mais Daniel Eda parle de vision en politique depuis 2014. Et vous ne trouverez pas dans l'espace politique béninois un homme politique qui ait parlé de vision de façon claire. Les autres, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de vision, mais ils ne l'ont pas encore partagée. Et qui plus est, dire la même chose sur plus de 10 ans, je n'en ai pas encore vu. Il y a une constance. Il y a une constance. Et je crois que si, tel que nous appelons le rassemblement, si nous nous mettons ensemble et commençons par dire ensemble, nous le ferons et il fera beau, eh bien, il ne s'agira pas à Daniel Eda d'apporter la solution aux gens. Non. Nous accordons sur la vision et sur ce chemin-là, nous trouverons toutes les solutions dont nous aurons besoin. Alors, on va parler un peu du contexte régional. Il y a eu un coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum au Niger. Alors, depuis ce coup d'État, il y a des tensions vives entre Cotonou et Niamey. Déjà, comment est-ce que vous avez vécu cette crise? Et aujourd'hui, on voit le général Abderrahmane Tiani qui met en cause clairement votre pays, disant que vous hébergez une base militaire française pour le déstabiliser, ou tout de moins des mercenaires. Quelle est votre vision de cette crise-là? Bon, je voudrais, dans un premier temps, regretter la détérioration des relations entre le Niger et le Bénin. Parce que, vous savez, l'économie béninoise dépend en grande partie de la stabilité régionale.
parce que nous sommes la porte d'accès à la mer pour beaucoup de pays de l'Interland. Donc, notre port a souffert et continue de souffrir de cette situation. Donc, ce n'est pas une situation plaisante pour le Béninois, fier d'être Béninois que je suis. Et aucun Béninois ne vous dira qu'il est content de cette tension qui perdure entre le Bénin et le Niger. Ceci dit, le Bénin a le droit de faire ses options en termes de coopération militaire, en termes de diplomatie. De la même façon, le Niger a le droit de faire ses options, de choisir ses amis. D'accord? Mais le Bénin a manqué d'élégance quand ce coup d'État était intervenu. La manière dont nous avions réagi a révélé que le Bénin n'a pas de diplomatie. Nous avions traité cette situation comme le président traite avec les Béninois. Parce que quand le chef dit et que ça devient loi, parfois ça peut marcher à l'intérieur, mais ça ne marche pas forcément dans les rapports avec les voisins. Donc, nous avons failli et je sais que le gouvernement actuel le sait. Et je sais que le Niger sait qu'il n'y a pas un problème avec les Béninois. Ils ont un problème au sommet. Notre responsabilité est de se faire en sorte que si les gens ne revenaient pas à de meilleurs sentiments avant le 24 mai 2026, qu'à partir du 24 mai 2026, une nouvelle ère s'ouvre dans les relations entre le Niger et le Bénin, entre le Burkina et le Bénin, entre le Mali et le Bénin, et en tous les autres pays africains et le Bénin. Oui. Alors, vous indexez le président Patrice Talon, mais il faut dire que le Bénin agissait quand même dans un cadre régional, puisque le Bénin est membre de la CEDEAO. Comment est-ce que vous avez trouvé la réponse de la CEDEAO qui, en principe, condamne les coups d'État? Vous voyez, quand on agit sans vision et qu'on n'agit pas à opportunité, c'est ce que ça donne. Dans la vision d'un Bénin économiquement prospère et socialement stable, dans une Afrique bien intégrée et en plein essor, qui guide notre engagement politique, nous ferons en sorte que la politique du Bénin en matière d'affaires étrangères soit définie et conduite en fonction des intérêts du Bénin. Je dis bien en fonction des intérêts du Bénin. Et c'est en cela que je rejoins le président Donald Trump, qui dit l'Amérique d'abord. Donc nous devons pouvoir dire le Bénin d'abord. Et quand nous disons le Bénin d'abord, ce qui sera pris comme décision au niveau de la CEDEAO, si cela n'arrange pas les intérêts du Bénin, nous ne marchons pas. Ce n'est pas parce que nous faisons partie de la CEDEAO que le Bénin cesse d'être un pays souverain. Donc il ne faut pas parler de souveraineté que quand on veut l'utiliser pour protéger des intérêts qui ne sont pas citoyens. Nous avons failli, et il faut reconnaître qu'on a failli, mais ceci dit, cela ne permet à aucun pays de vassaliser le Bénin. Non, le Bénin ne fera pas sa politique étrangère ou sa politique en termes de coopération militaire en fonction de ce que le Niger ou le Mali... Non. Et de la même façon, le Niger est souverain et prendra ses décisions. Mais nous devons nous accorder sur les menaces communes pour dire, bon, qu'est-ce que nous faisons ensemble? Mais vous-même, par principe, vous étiez président du Bénin au moment des faits. C'est un cas que je vais vous soumettre. Vous étiez président du Bénin. Il y a eu un coup d'État. Vous êtes un démocrate. Vous faites partie de la CEDEAO. Est-ce que vous auriez condamné le coup d'État et pris des mesures pour faire en sorte que ce coup d'État, que les putschistes ne puissent pas gouverner? Par principe, je suis contre les coups d'État. Mais il ne m'appartient pas, moi, de prendre des décisions, des mesures pour que les putschistes ne puissent pas gouverner. Si le peuple nigérien est d'accord, qui suis-je, moi, pour m'opposer? Mais dans le cas de la CEDEAO, condamne les coups d'État. Mais regardez, combien de pays il y a au sein de la CEDEAO? Quels sont les pays qui souffrent le plus aujourd'hui de cette situation? C'est pour ça que je vous dis, moi j'ai une vision. Et tout ce que je ferai
pour le Bénin et au nom du Bénin sera fait en fonction de cette vision-là. Et c'est pourquoi je m'entête depuis 2014 à parler de vision pour que si mes compatriotes me font confiance, ce soit sur la base de cette vision. Et que chaque acte que j'aurai à poser, qu'ils puissent l'analyser, l'examiner à l'aune de cette vision-là. S'il y avait une vision très claire, et ce n'était pas des opportunités d'affaires qui guidaient notre diplomatie, notre gouvernance, la réaction aurait été différente tout en condamnant. Aucun démocrate ne peut soutenir, applaudir un coup d'État. Non. Mais il y a condamné et condamné. Et c'est là que la diplomatie doit intervenir. Parce que le Bénin a raté l'opportunité de se positionner en leader sous-régional pour une restauration durable de la démocratie, non seulement dans les pays où il y a eu des coups d'État, mais vous savez, il y a beaucoup de coups d'État qui se succèdent sans les armes. Lorsque les gens tripatouillent les constitutions, lorsque les gens taillent les codes, le code électoral, par exemple, prenez un exemple, on dit au Bénin, dans un premier temps, en 2019, ils ont dit, bon, si vous êtes un parti politique, vous allez aux élections, même si vous gagnez dans votre circonscription, si vous n'avez pas 10% au niveau national, vous n'êtes pas éligible au poste, au siège. On est passé par là. Après, les gens ont essayé de changer la constitution pour certainement s'octroyer quoi, je ne sais. Et quand ça n'a pas marché, ils ont dit, bon, on va vous fermer la porte de l'hémicycle. Donc, ils ont inventé une loi aujourd'hui où il faut avoir forcément 20% dans chaque circonscription électorale pour retrouver 10% au niveau national. Vous voyez un peu l'aberration? On exige que chaque liste ait 20% dans chaque circonscription électorale et au niveau national, on dit 10%. Donc, on crée des conditions pour empêcher l'expression de la volonté populaire. Et c'est pour cela que, c'est vrai, au plan politique, dans la vision qui est la mienne, en dehors d'agir pour que les prisonniers politiques puissent sortir, pour que les exilés politiques puissent rentrer et pour que la presse puisse retrouver sa liberté, nous allons nous atteler à convoquer la deuxième conférence des forces vives de la nation pour évaluer le chemin parcouru depuis 1990 jusqu'à maintenant et poser les jalons d'une gouvernance véritablement inclusive. Et entre autres, en notre temps, personne n'aura la possibilité de modifier la Constitution simplement par le Parlement. Il faut forcément passer par un référendum. Sinon, on se lève et puis à 23h, à 2h du matin, on modifie et puis vous vous réveillez avec une nouvelle Constitution. Et parfois, il y a des tests que ceux qui votent même ne connaissent pas le contenu avant de voter. Ça s'est passé au Bénin. Et nous ne voulons plus que ces choses-là arrivent. Alors, toujours dans le contexte régional, plusieurs pays voisins du Bénin, et même déjà le Bénin, souffrent de terrorisme. Le 10 janvier dernier, il y a le groupe GSIM qui a revendiqué une attaque ayant tué au moins 28 soldats. Comment est-ce que le Bénin peut faire pour combattre le terrorisme qui est déjà à ses portes, sinon dans son territoire? Vraiment, c'est regrettable ce qui nous arrive. Vous savez, c'est vrai, le lion dévore, mais face à un troupeau d'animaux, le lion fait attention. Mais quand un animal est isolé, il est à la merci, il est une proie facile. Les terroristes n'ont pas de frontières. Nos pays ont de frontières. Et tant que nous n'allons pas pouvoir nous asseoir, laisser tomber nos égos et nous voir en frères et sœurs d'un même espace, partageant le même destin et condamnés à disparaître ensemble si nous ne faisons rien, tant que nous n'allons pas faire ça, eh bien, les terroristes continueront d'avoir pignon sur rue. Mais je voudrais vous rassurer d'une chose. Dans la vision qui est la nôtre, nous ferons tout. Je dis bien tout pour reprendre langue avec nos voisins. Parce qu'il y a parler avec les gens et parler. Parce qu'on peut parler avec quelqu'un et bon, on se parle mais on ne s'écoute pas. Mais nous allons nous parler et nous écouter, nous entendre pour éradiquer ce phénomène-là. Ce n'est que dans la mutualisation des forces au niveau de la sous-région
que nous pourrons venir à bout du terrorisme. Sinon, le Bénin tout seul peut avoir les armes les plus sophistiquées qui soient, mais tant que le Bénin ne pourra pas avoir des renseignements du Niger et fournir des renseignements au Niger, avoir des renseignements du Burkina, en fournir au Burkina, au Nigeria, ainsi de suite, eh bien, nous tournerons au Togo voisin. Donc, nous devons pouvoir relancer la diplomatie béninoise et relancer l'intégration régionale en panne depuis ce coup d'État intervenu au Niger. Au Niger. Voilà, alors que l'on s'achemine vers la fin de cet entretien, je voudrais vous donner l'opportunité, puisque vous avez beaucoup parlé de vision, votre vision, et je vais vous donner l'occasion en 2 minutes d'exposer brièvement votre vision. Quelle est véritablement votre vision pour le Bénin et pour la sous-région? Et qu'est-ce que vous pouvez dire à vos alliés dans le cadre de la coalition de l'opposition que vous avez formée? Quel est le message que vous pouvez passer à vos partenaires de la coalition et du peuple béninois? Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez. La vision que nous proposons au peuple béninois depuis 2014 est celle d'un Bénin économiquement prospère et socialement stable dans une Afrique bien intégrée et en plein essor. Qu'est-ce que le Bénin économiquement prospère? Le Bénin économiquement prospère, c'est le Bénin attractif des investisseurs nationaux et étrangers. C'est le Bénin pays de services, destination privilégiée des multinationales, qui choisit de s'implanter chez nous pour pouvoir conquérir le marché sous-régional. C'est le Bénin qui passe de l'économie de consommation actuelle à l'économie de production à travers ce que j'appelle la construction de l'économie de production et de transformation. Cette construction de l'économie de production et de transformation passant par l'implantation dans chacune de nos 77 communes d'unités de production et de transformation ou de services afin de doter les économies locales de leur indispensable colonne vertébrale sans lesquelles les initiatives, les entreprises portées par les jeunes et les femmes, les activités génératrices de revenus ne pourront pas prospérer. Donc, si nous voulons relever le défi social de l'emploi de façon durable et faire du Bénin un pays à croissance économique inclusive, il nous faut embrasser la construction de l'économie de production et de transformation. Cela n'est pas la même chose que réunir toute la production de matières premières du pays pour être transformée en un seul point, comme c'est le cas en ce moment. Non, nous ferons en sorte que dans toutes les communes, les paysans qui produisent non seulement puissent trouver des unités auxquelles vendre, mais aussi que leurs enfants puissent trouver de l'emploi grâce au fonctionnement régulier de ces unités-là. Le Bénin socialement stable, c'est le Bénin là où les anciens dirigeants et les dirigeants en exercice se concèdent périodiquement. C'est ce Bénin là où on ne pourra plus avoir un ancien président de la République enfermé chez lui pendant 52 jours, comme ce fut le cas de l'ancien président Dr Thomas Boni Yayi, à qui je dis bonjour en passant. C'est le Bénin socialement stable, c'est le Bénin à gouvernance inclusive, où les Béninois de la diaspora, les jeunes, les femmes, les personnes âgées, toute la classe politique, indépendamment de si on est pour ou contre le système, que chacun a son mot à dire. Le Bénin socialement stable, c'est ce Bénin-là où le développement du capital humain suit nos besoins en termes de construction de l'économie de production et de transformation. Parce que notre système éducatif, nos systèmes sanitaires ont fonctionné jusque-là par mimétisme. Nous ne nous sommes pas encore demandé de quel type de Béninois avons-nous besoin pour pouvoir réaliser quel type de vision. C'est vrai, au temps de la Révolution, on a pu voir une certaine vision, mais cette révolution a été dévoyée dans le temps. Depuis que nous avons embrassé le processus démocratique, nous avons des hommes compétents. Le Bénin n'est pas un désert de compétences. Les Béninois sont compétents, seulement n'ont pas fonctionné, n'ont pas gouverné encore par vision et nous apportons cette vision. Le Bénin socialement stable, c'est ce Bénin-là où le choix de réalisation des infrastructures et des projets de développement obéit à la nécessité de rapprocher les régions et de consolider l'unité nationale. Donc il ne s'agira plus de prendre les ressources qui appartiennent à nous tous pour aller embellir un coin. Vous voyez, Cotonou aujourd'hui, certaines villes deviennent de plus en plus, certains disent jolies, mais le peuple, dans sa majorité, continue de souffrir. Donc le Bénin socialement stable pour nous, c'est le Bénin véritablement solidaire. Et quand nous parlons dans une Afrique bien intégrée en plein essor, c'est cette Afrique-là où le Bénin est en de bons termes avec ses voisins et commerce
beaucoup avec les autres pays de l'Afrique. Et si nous nous mettons ensemble, le Bénin, ancré dans son projet, dans sa vision de construction de l'économie de production et de transformation, pourra tirer tout le reste de l'Afrique vers le haut et l'Afrique va gagner. Donc cette Afrique-là, c'est cette Afrique qui est indépendante totalement. Ce n'est pas cette Afrique qui abandonne une puissance de domination pour aller embrasser une autre. C'est cette Afrique qui est ouverte à tout le monde et qui interagit avec les différentes puissances en fonction de ses intérêts. Et c'est pour cela que je nous appelle à épouser désormais des visions et non à suivre des hommes forts. Merci beaucoup, Daniel Leda, d'avoir répondu aux questions de la Voix de l'Amérique. Et bon séjour à Washington, D.C. Merci beaucoup.